vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Aurélie Jean qui est docteur en sciences numériques. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors vous êtes un cerveau, comme on dit, une craque de l'informatique. Vous n'avez pas encore 40 ans, vous êtes ingénieur passé par Normal Sup, l'école des mines, le MIT, la prestigieuse université américaine. Et quand d'autres étudiants se passionnent pour les lettres, la psychologie, eh bien vous, ce sont les algorithmes. Vous venez d'ailleurs d'y consacrer un deuxième livre en forme de questions. Les algorithmes font-ils la loi? Alors on va y venir à cette question. Mais d'abord, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ça reste très vague, les algorithmes. Pour être clair, on a juste l'impression que ce sont en gros des petits cailloux qu'on laisse derrière nous à chaque fois qu'on va sur Internet. Des petits cailloux qui sont autant de mouchards et qui font des algorithmes. On ne les voit pas, mais ils mènent nos vies. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement. Alors, il ne faut pas non plus les présenter que sous un angle négatif quand même. Donc, les algorithmes sont littéralement donc, des objets mathématiques et numériques avec lesquels on interagit au quotidien dans nos outils pour travailler, pour vivre, pour se déplacer, pour se soigner. Et qui vont en fait exécuter un ensemble de tâches selon une certaine hiérarchie, une certaine logique, dans le but de répondre à une question, de résoudre un problème, de faire des prédictions, voilà, etc., etc. Oui, vous avez, dans notre imaginaire, c'est on consulte une page Internet et hop, on reçoit des publicités en cascade, quoi. C'est aussi ça. Par exemple, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire avec les algorithmes. C'est vrai qu'on a tendance à les associer aux réseaux sociaux, aux sites web, etc., etc. Mais on les utilise dans le domaine médical, dans le domaine de la finance pour la rendre transparente. On l'utilise pour faire de l'optimisation de parcours, quand vous allez d'un point à un autre et pour aller le plus rapidement possible. On va les utiliser dans plein de domaines et peut-être aussi vous dans votre métier en tant que journaliste pour aller faire des recherches. Voilà. Tout à fait. Alors on va y venir, mais d'abord, au moment où l'apport des autres cultures a surgi dans le débat politique, rappelez-nous d'où vient le mot algorithme. Alors, c'est très intéressant. Et le mot algorithme vient du nom latin algorithmie, du mathématicien perse du 9e siècle de notre ère, Al-Khwarizmi, dont vient le mot aussi algèbre, pour que les gens sachent. Donc, le mot algorithme est très ancien et le concept même d'algorithmique, à savoir de raisonnement logique pour résoudre un problème, date de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère. Donc, c'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux que l'âge de l'ordinateur. Mais le mot, c'est le nom d'un mathématicien et astronome perse, voilà, magie des mots. Alors, vous le disiez, on l'entend, vous êtes un peu l'avocate de ces algorithmes. Vous dites par exemple qu'ils sont très utiles à notre santé. Vous-même, vous avez travaillé, Aurélie Jean, sur les traumatismes crâniens pour en anticiper les conséquences grâce à ces algorithmes. Exactement, c'est-à-dire que j'ai développé des modèles algorithmiques, des algorithmes, pour pouvoir simuler un traumatisme crânien que je ne pouvais pas faire dans la vie réelle. Je ne pouvais pas percuter une tête humaine d'une personne vivante pour voir si les symptômes de la personne. Donc je l'ai fait à travers des algorithmes dans le monde virtuel. Et grâce à ça, en fait, donc on a pu développer une loi pour prédire les risques d'un humain de développer un traumatisme crânien moyen, connaissant le type de choc qu'il a reçu à la tête. Donc c'est réellement une révolution, en fait. Et ça s'applique déjà dans les hôpitaux avec des médecins qui s'en servent? Alors à l'époque, donc j'étais au MIT, j'étais financée par l'armée américaine et la Navy qui utilise cette loi aujourd'hui pour estimer les risques de soldats qui ont été exposés à des ondes de pression dues à des explosions, par exemple. Donc c'est important. La NFL s'y est intéressée. Donc la NFL, c'est la Ligue de football américaine qui s'est intéressée à ça aussi. Donc il y a énormément d'applications et parenthèse, donc j'en parle dans le premier livre. J'ai travaillé aussi, je l'ai utilisé dans le cas du marathon de Boston en 2013. Il y a eu une attaque terroriste avec 2 bombes qui ont explosé à 12 secondes d'écart. Et j'ai utilisé cette loi pour estimer le risque des gens qui étaient autour de la bombe, qui n'ont pas été blessés physiquement en apparence, mais qui ont peut-être eu un traumatisme crânien. Votre autre livre, c'était De l'autre côté de la machine, qui a été un best-seller toujours aux éditions de l'Observatoire. Un autre exemple de l'impact positif, eh bien, c'est sur le cancer du sein. Vous y travaillez en ce moment, la détection du cancer du sein. Exactement. Donc, je travaille en fait avec des collaborateurs israéliens. C'était au départ un projet de recherche qui est devenu une entreprise et on est en train de lever des fonds. Donc, on a développé un algorithme pour aller détecter et localiser ce qu'on appelle une signature tumorale au sein à partir d'une mammographie. Qu'est-ce qu'une signature tumorale? C'est littéralement un signal faible. C'est d'aller anticiper, de trouver le cancer dès le début de son évolution et ne pas attendre qu'on voit la tumeur sur la mammo. Donc on arrive à détecter aujourd'hui 2 ans avant qu'on puisse voir la tumeur sur la mammographie et on peut aller encore plus loin. Et c'est important parce que vous avez compilé des données. Exactement, on a compilé des données, on les a traitées. Donc c'est un modèle que j'appelle un modèle hybride, que j'explique dans le livre. Donc qu'est-ce qu'un modèle hybride? Il y a une partie mathématisée, explicite, que je définis à la main. Il y a une partie qui est d'apprentissage. Donc l'algorithme va être entraîné sur des données qui représentent le scénario sur lequel il va répondre à une question, à savoir, y a-t-il une signature tumorale? Dites, est-ce qu'un jour les algorithmes pourront remplacer les sondages pour prévoir une élection, puisqu'on est en plein dedans?
Écoutez, alors, il y a déjà beaucoup de calculs statistiques où il y a par ailleurs des algorithmes derrière. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que si on devait faire aujourd'hui un algorithme entraîné sur les présidents du passé de notre pays, jamais il ne proposerait une femme. Donc, attention lorsqu'on utilise ces algorithmes. C'est là où il peut y avoir des biais. Vous en parlez, c'est très intéressant dans votre livre. Alors, ces algorithmes, on vous entend, hein, vous les défendez parce qu'ils peuvent être utiles, mais en ce moment, ils ont mauvaise presse. Regardez, à peine cette semaine, l'affaire Facebook sur la protection des données, une lanceuse d'alerte spécialiste des algorithmes comme vous, Frances Haugen, elle a dénoncé l'objectif uniquement mercantile, lucratif des algorithmes de Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Aurélie Jean? Est-ce qu'il faut boycotter ou un petit peu Facebook pour qu'ils comprennent qu'ils vont dans le même sens? Donc, déjà, c'est bien qu'on ait eu cette lanceuse d'alerte parce qu'on n'a pas été surpris, on savait ce qui se passait. Maintenant, on a une preuve de quelqu'un de l'intérieur, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs actions. L'une des actions, c'est ce que je défends dans le livre, c'est de faire en sorte qu'on ait des régulations qui puissent encadrer les pratiques de développement de ces algorithmes. J'explique, quand j'entends on va réguler les algorithmes, on ne peut pas réguler un algorithme parce qu'on ne peut pas l'auditer, on ne peut pas l'évaluer entièrement. On ne peut pas évaluer sa logique entièrement. Par contre, on va pouvoir réguler la manière dont on les développe, la manière dont on les pense, la manière dont on les entraîne, la manière dont on les teste. Les tests sont importants. Et par exemple, elle en parle beaucoup, Frances Haugen, de parler de l'effet bulle, où on va enfermer les gens, les utilisateurs dans des bulles d'opinion et d'observation pour leur proposer du contenu sur ces réseaux. Ça, typiquement, l'effet bulle, c'est pas une fatalité. On peut l'éviter, mais pour ça, il faut faire des tests sur ces algorithmes. Donc, la régulation va encourager, pour ne pas dire forcer les acteurs, j'espère, à tester massivement leurs outils. Oui, mais on dit Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, eh bien, il n'est pas très actif, très proactif. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas un service public de l'algorithme? C'est-à-dire qu'il y ait une surveillance par un organisme gouvernemental dans chaque pays. Alors, il pourrait y avoir ça. C'est ce qu'il y a par exemple avec le RGPD. Oui, alors RGPD, rappelez-nous ce que c'est. Donc quand c'est on va le sur règlement Internet, par exemple. de la protection des données à caractère personnel, qui est un règlement qui a été fait à l'échelle européenne, qui a d'ailleurs influencé le texte californien, il ne faut pas l'oublier. Et on doit accepter, on le voit sur Internet, refuser ou accepter des cookies. C'est notre historique. Mais ça, c'est un petit tour. En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière qui va protéger vos données à caractère personnel. Et typiquement, dans ce cas-là, lorsque un acteur viole le RGPD, ou on pense qu'il a violé le RGPD, il y a toute une machinerie, un processus qui se met en place avec des comités, etc., pour s'assurer que tout se passe bien. Concernant les algorithmes, moi, j'en parle dans le livre, je parle de l'exemple de Cathy O'Neill, qui est une grande scientifique américaine, qui propose cette idée d'une organisation comme la FDA aux États-Unis. Donc, c'est une organisation qui va valider des médicaments, des vaccins, des processus médicaux, des diagnostics, etc., pour les algorithmes, quelque part, pour les algorithmes à risque, parce qu'on ne va pas non plus faire passer tous les algorithmes, ceux à risque qui vont, par exemple, interagir avec des êtres humains, qui vont, par exemple, utiliser des données à caractère personnel, qui vont, par exemple, engendrer une décision de manière automatique, donc une décision qui va porter sur un individu, etc. Donc il y a plein de choses en tout cas, une chose est certaine, il faut qu'on en parle, il faut qu'on aborde ce sujet de la régulation, comment on le fait, et pour éviter aussi également de ne pas freiner l'innovation. C'est ça qui est important, c'est ça que vous dites. Ouais. Mais est-ce qu'en même temps, au quotidien, comment on fait pour garder le contrôle? Est-ce qu'il y a des moments où il faut s'empêcher de télécharger une application sur son téléphone, parce qu'on sait que ces données, derrière, elles vont être utilisées? Comment on fait? Comment vous faites, vous, d'ailleurs? Ce qu'il faut, alors, moi, c'est vrai que je sais ce qu'il y a dedans, mais je les utilise pour savoir comment ça fonctionne aussi. Je fais un peu ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée. Voilà. Il faut comprendre ce que c'est un algorithme, un minimum. Il faut comprendre ce que c'est la donnée. Et ne serait-ce que comprendre l'effet bulle permet de réaliser que lorsqu'on est sur un réseau social, on peut être possiblement en fait, enfermé dans une bulle d'opinion et d'observation et on ne va voir le monde que sous une vision prismatique. Et donc, c'est important de prendre ça en considération pour littéralement parfois aller, si on veut aller sur un réseau comme Twitter, d'y aller en étant incognito, c'est-à-dire ne pas y aller en étant connecté, ou suivre des comptes avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, etc., pour se rendre compte de ce qui est dit, de ce qui se fait. Et puis, surtout, lorsqu'il y a un scandale, lorsqu'on voit une erreur, c'est d'essayer de challenger, de défier au mieux les acteurs, les dirigeants politiques économiques et de oui, c'est ce que vous dites, mais ils ne sont pas très bien formés, nos dirigeants politiques, à tout ça, c'est ce que vous dites. Oui, exactement. Donc, ils doivent lire mon livre. mais ce qui est très important, c'est que nos dirigeants politiques et économiques, ce sont eux qui doivent en priorité comprendre, les législateurs également, pour arriver justement à créer une régulation qui ait du sens, pertinente. Et l'enjeu est beaucoup plus difficile que dans le cas de la donnée à caractère personnel. Vous serez peut-être un jour secrétaire d'État au numérique. Ou pas, non. Non, on verra. Je reviens juste d'un mot, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette interview. Sur votre parcours, vous êtes une scientifique femme, vous savez que c'est un problème récurrent, le manque de femmes dans les filières scientifiques. Vous avez lu dans une interview, vous dites, ça se passe dès l'enfance. On donne des Legos aux garçons, moins aux filles. Ça peut paraître anodin.
mais ça ne l'est pas. Absolument. Alors ça change, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi autant avec des poupons qu'avec des voitures télécommandées et une petite moto électrique. J'étais très gâtée. Mais c'est vrai, voilà, oui. Mais ça change. Mais il y a encore des orientations vers des jeux plutôt que d'autres, et certains beaucoup plus ludiques pour les garçons. Et ça commence très tôt, bien évidemment. Voilà, c'est des choses qu'on va changer, j'espère. Espérons-le. Merci beaucoup Aurélie Jean. Merci Ça beaucoup, s'appelle ouais. Les algorithmes font-ils la loi. C'est aux éditions de l'Observatoire. On apprend plein de choses. Et comme Bonne chaque journée jour, à vous. l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur